Isabelle Maréchal. Un remède naturel contre les mauvaises nouvelles. Isabelle Maréchal. Bengali Picard, mon invitée, présidente de la FTQ, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, la plus grande fédération syndicale au Québec. Elle a été élue en janvier 2023 lors du 33e congrès de la FTQ. Et elle est devenue ainsi la première femme autochtone aussi à occuper ce poste, à présider la Fédération des travailleurs et travailleuses. Merci Magali d'être là. Merci infiniment pour l'invitation, Isabelle. Que vous soyez là, surtout aujourd'hui, Magali, parce que je disais plus tôt, les élections présidentielles américaines sont probablement historiques parce que c'est une élection qui aura peut-être montré à quel point les femmes représentent un véritable groupe de pouvoir. Enfin! Ben vous qui avez accédé à ce poste, quand même, c'est bravo. Merci. Comment vous voyez ça, ce qui se passe aux États-Unis? Comment vous voyez Kamala Harris, le fait que sa campagne? Comment vous regardez ça? Nous, on regarde ça du Québec. Puis, au-delà du fait que vous représentez des travailleurs, donc des employés aussi qui s'inquiètent. Absolument. Du point de vue d'une femme qui veut accéder à un poste d'importance au niveau de leadership, bien, premièrement, je la trouve extrêmement courageuse. Et j'espère qu'elle est bien entourée. Ouais. Parce que, comme spectatrice, moi, j'écoute les débats, je vous écoutais ce matin d'ailleurs avec votre invité parler de cette inquiétude-là par rapport au fait que est-ce qu'elle va être capable de tenir tête à la Chine? Et ça, j'imagine, en tout cas, je me mets à sa place, et c'est tellement, il y a beaucoup de frustration qui doit venir avec ça. T'sais, elle doit répondre à des commentaires, à des questions que ses vis-à-vis ou Donald Trump ou indépendamment de qui, si c'est un homme, n'a même pas à se préoccuper. Et c'est là où vraiment je la trouve extraordinaire. Elle est stoïque, elle est solide, elle amène vraiment de l'espoir. Et en même temps, je vous dirais que je suis excitée par cette élection-là comme jamais, parce que oui, il y aura des impacts, c'est certain, sur le Québec, sur le travail, sur la classe moyenne, sur la classe ouvrière, sur la cause des femmes. Mais en même temps, je voudrais, comme femme, là, ce serait tellement puissant, ce message-là. Une femme racialisée, une femme qui provient d'un groupe d'équité, qui pourrait présider la plus grande force, le pays le plus puissant au monde. Vraiment, quel message fort que cela pourrait lancer. Et un message aussi d'autonomie pour les femmes, puis de dire aux femmes, regarde, puis surtout leur campagne de publicité dans les derniers jours, là, le dit bien, t'es capable d'aller voter, t'as pas besoin d'avoir l'aval de ton mari, puis ton mari va pas te dire pour qui voter, puis ça, c'est une espèce de signal pour dire, t'es autonome, tu peux faire ce que tu veux, donc il y a comme une liberté qui est importante. Puis chez nous aussi, je pense qu'il faut se le dire. Ben, Isabelle, ça me fait plaisir ce que vous amenez parce que il y a des gens que ça a choqué, cette publicité-là. Moi, j'entends des gens dire, ben voyons, c'est épouvantable de laisser entendre qu'en 2024, les femmes ont besoin de cacher à leur conjoint. Mais c'est ça, la réalité. Même au Québec. Même au Québec. On va arrêter là, de se mettre la tête dans le sable. Il faut nommer les choses telles qu'elles sont. Puis c'est encore la situation aujourd'hui. Donc, moi, j'ai rien contre cette publicité-là. Ça fait juste mettre en lumière ce qui existe encore. Il y a une photo. C'est vraiment la photo du jour. Puis peut-être la photo Je vais la regarder. Où on voit... Ben ça, c'est la pub qu'on voit à la télé. Mais il y a une photo où Donald Trump est allé voter avec sa conjointe. Et ils sont dans deux lutrins, des petits ballots chacun. Et Donald Trump regarde sa femme, voir, il ziote, là, pour voir, elle vote-tu pour moi? Je te surveille, là. Imaginons. Hein? Et il a quand même dit qu'il trouvait ça épouvantable, cette campagne-là, parce qu'il disait, je peux pas croire qu'il y a des femmes aujourd'hui qui ne diraient pas à leur conjoint, qui ne partageraient pas cette information-là. Oh oui, ben, il est ce gars-là, écoutez, ça dépasse l'entendement. Là. Moi, il n'y a plus rien qui me surprend avec Donald Trump. Et ça vous inquiète que ce soit lui, par exemple? Parce qu'on dit aussi que les démocrates ne sont pas forcément meilleurs pour les travailleurs du Québec. Vous, comme présidente de la FTQ, comment les vous démocrates, voyez? on sait qu'ils sont très protectionnistes, on s'en cache pas. Mais il en Qu'est-ce qui nous moins. attend, mettons, quand vous regardez ça, vous? Bien, énormément de lobby. Il va falloir que notre gouvernement du Canada soit très, très, très impliqué auprès de la présidence américaine. On en parle, là, tout le monde connaît les chiffres. On exporte, on est le plus grand exportateur. C'est les États-Unis, le pays avec lequel on transige le 3/4 du temps. Ce que ça me dit, c'est que oui, au niveau de l'économie, il y a des enjeux. Il y en a déjà. Il ne faut pas penser que le régime actuel est parfait.
Mais on le sait, il a déjà dit qu'au jour 1 de son élection, s'il est élu, Donald Trump, il va ajouter un 10 % au niveau de l'importation, de frais, de taxes. Alors ça va avoir un impact terrible sur un paquet d'entreprises au Québec, au Canada. Quels sont les secteurs, d'après vous, Magali, qui risquent vraiment, le la foresterie, là, c'est clair. Ça, on le sait. Là, je peux vous dire qu'on a un grand syndicat chez nous qui est Unifor, qui déjà là, fait tout ce qu'il peut avec son syndicat international pour essayer de protéger notre industrie au maximum et de faire son lobby également parce on fait du lobby partout dans le monde. Oui, au Québec, au Canada, mais également nos grands syndicats internationaux font ça partout. Alors, c'est clair qu'ils ont besoin de nous. Là, hein? On sait que vous en parliez encore. On est un partenaire commercial aussi. On est un partenaire commercial. On exporte, mais on importe beaucoup également. Donc ça, je pense qu'il faut tout simplement remettre les pendules à l'heure et sortir du populisme. Là. Parce que là, il y a une campagne qui se fait sur tout est de la faute de l'immigration. C'est le fait qu'on n'a pas assez protégé nos entreprises au niveau local, qu'on soit pas autosuffisant. Donc, c'est drôle parce qu'il y a 10 ans, on parlait de mondialisation, globalisation, puis c'était la voie, la façon, la planète est petite, puis c'est le seul moyen d'arriver à être compétitif. Puis là, tout d'un coup, on parle de protectionnisme parce qu'on est allé trop loin. Donc, on joue, là. Hein, ça va selon l'opinion du jour puis le goût du jour. La FTQ s'est préparée en fonction d'une élection de Trump? On n'a pas le choix. Nos syndicats qui représentent ces travailleurs et travailleuses-là n'ont pas le choix. C'est clair. On fait également nos pressions auprès du gouvernement québécois et canadien pour être capable de s'assurer que demain matin, s'il se passe quelque chose qui est vraiment qui pourrait. Je veux pas non plus être trop alarmiste là. Tu sais, je pense pas que demain matin, pour vrai, qu'on va fermer nos usines puis que c'est pas ça qui va se passer. Mais il en demeure pas moins qu'on risque de vivre une période de transition extrêmement difficile. Et est-ce qu'on a les programmes? Est-ce qu'on est capable de soutenir? Est-ce qu'on est capable d'encourager davantage nos entreprises? Est-ce qu'on est préparé? Est-ce qu'on l'est? Ouais, ben pas tant. T'sais, moi, je regarde ce qui s'est passé au niveau de l'achat en regardant l'aérospatiale, là, où on encourage des compagnies qui sont pas au Canada alors qu'on a Bombardier ici qui fait des produits extraordinaires reconnus à travers le monde. On a encore de la misère à encourager nos compagnies d'ici. Donc, il faut aussi changer cette mentalité-là. Puis, on peut pas au Canada se dire, nous, indépendamment de ce que fait les autres pays puis nos voisins du Sud, nous, on continue à faire nos achats de la même façon. Qui serait meilleur, Trudeau ou Poilievre? C'est la question qui tue. C'est clair que si vous me demandez ce que je pense de Pierre Poilievre, pour moi, c'est... Et j'ai peur de le dire parce que là, je vois déjà les commentaires, mais je pense qu'on s'en va dans la même direction que les États-Unis s'ils étaient présidés par Donald Trump. On est très inquiet. Je suis très inquiète des sondages, du plan de Pierre Poilievre qui partage pas trop. Hein. Si vous allez d'accord avec moi, là, sa plateforme, on la connaît pas encore. Il est beaucoup dans les slogans, il est beaucoup dans les discours populistes également, encore là. Tu sais, lorsqu'on parle d'immigration, lorsqu'on parle d'inflation, tout est la juste inflation. Et là, on est vraiment là, dans un concours de popularité. On est tous écœurés de la gouvernance actuelle. Donc, les gens veulent du changement, mais à quel prix on veut ce changement-là? Pierre Poilievre, ça fait longtemps, hein, il a toujours été en politique. Il n'a jamais travaillé ailleurs. C'est un politicien de carrière. Et on l'a suivi. Moi, je l'ai suivi particulièrement parce que lorsque j'étais à l'Alliance de la fonction publique du Canada, on représentait des fonctionnaires fédéraux. Donc, c'était pas juste le gouvernement du Canada, c'était également l'employeur des gens que l'on représentait et qu'il représente encore. Donc, on a eu les années sous Stephen Harper, on a connu des années difficiles. Et Pierre Poilievre, ça a été le gars, pendant plusieurs années, qui a amené des projets de loi anti-travailleurs contre la classe moyenne, contre la classe ouvrière. Et c'est ce gars-là aujourd'hui qui se dit le gars du gros bon sens, qui est là pour la classe moyenne et les moins bien nantis. Ben, on est inquiet parce qu'un gars comme Pierre Poilievre, on sait déjà, on pense juste aux allocations familiales, hein, que plusieurs familles, même dans les gens, Isabelle, vous savez, on représente des travailleurs là, qui sont dans la classe moyenne. Puis aujourd'hui, hein, on l'a élargi, cette classe moyenne-là. Oui, là. il y a des classes moyennes. Il y a des classes moyennes. Mais encore, beaucoup de nos gens arrivent à fermer leur budget, boucler leur mois grâce aux allocations familiales. Et un gars comme Pierre Poilievre, ce qu'il nous dit, c'est, oui, ben peut-être pas allocation familiale, il faudrait revoir ça, mais moi, je suis d'accord avec ça, mais on va utiliser le revenu fractionné. Ça, dans la population, ça dit pas grand-chose. Le revenu fractionné, les gens qui sont pas dans les impôts puis qui ils se préoccupent pas de ça, ils disent, l'important, il a dit qu'il était pas contre les allocations familiales. Mais ce qu'il nous dit, si demain matin, il était au pouvoir puis on allait faire les calculs avec le revenu fractionné, les gens perdraient entre 50% ou totalement de leurs allocations actuellement.
c'est pas, la droite n'a jamais été là pour les moins bien nantis et la classe ouvrière. C'est des gens qui ont toujours travaillé pour les plus riches. Hein? On s'organise. Si tu fais pas d'argent ou si tu es pauvre, c'est de ta faute. Et c'est pas à tout le reste des contribuables à soutenir les gens qui ont des problèmes. Donc, comment on tire notre épingle du jeu, nous, au Québec, au niveau travail, parce qu'on a des gros enjeux de main-d'œuvre. Il y a toute la question de l'immigration. Les gens sont extrêmement divisés là-dessus, Magali Picard. On sait, les gens, justement, les gens de la classe moyenne qui travaillent, qui nous écoutent, se disent, ouais, qu'est-ce que je pense de ça? On a tendance à être protectionniste là-dessus, à dire, ouais, c'est vrai qu'il y a trop d'immigrants puis qui risquent de prendre nos jobs. Moi, je suis immigrante, mais mon père est arrivé comme travailleur, puis on l'a vécu, là, on a entendu ce discours-là. Puis tu prends la job d'un Québécois. J'aimerais pas retourner là-dedans, mais en même temps, je comprends qu'il faut aussi qu'on choisisse des gens qui viennent apporter à l'édifice qu'on est en train de tous construire ensemble. Mais c'est polarisant. Puis les gens travaillent au jour le jour, l'inflation et tout. Comment on s'en sort, vous diriez, en ce moment? Vous savez, c'est drôle parce qu'en même temps, vous dites, les gens disent, ils viennent prendre la job de Québécois. Puis en même temps, on a une pénurie de main-d'œuvre comme on n'a jamais vécu, là, tu sais. Puis là, tout est de la faute à l'immigration. On parle pas là, des mesures structurantes, on parle pas du fait qu'on a laissé nos établissements, que ce soit au niveau des services sociaux, là, de santé, nos écoles, tomber en décrépitude. On n'a pas investi. Il n'y a pas un gouvernement. Puis là, je blâme pas juste le gouvernement qui est au pouvoir actuellement. Ça n'a jamais été sexy pour un gouvernement d'investir dans nos infrastructures. Alors, on a laissé le Québec tranquillement tomber en ruine. Et là, mais là, aujourd'hui, on a un méga déficit. Là. Ben oui, on a un méga déficit. On s'en va dans le mur là, si ça continue. On ne sera plus capable de se payer quoi que ce soit. Oui, mais vous allez être d'accord avec moi, Isabelle, on s'en va. On a 11 milliards de déficit, mais on a quand même décidé, notre gouvernement a quand même décidé de baisser ses revenus. On a baissé les impôts des contribuables québécois à la hauteur de 7 milliards de dollars. Donc là, on viendrait de régler quasiment le 2/3 du déficit actuel, qui n'a rien changé dans la vie des... Moi, là, je parle à mes collègues, je les manque, que l'on rencontre. Toi, ça t'a-tu permis de respirer davantage, cette économie-là? Mais les gens finissent par voter pour ça pareil. Ben, c'est populaire, ça fonctionne. Puis, tu sais, cette image-là de dire, au moins, on va respirer davantage. Pour moi, là, c'est de la vieille politique, ça. Tu sais, on parle de Duplessis qui, lui, promettait qu'est-ce qu'on doit dire aux gens? La vérité. C'est-à-dire? La vérité, c'est de dire que comme peuple, on a choisi depuis longtemps d'avoir des programmes sociaux qui permettent, des filets sociaux qui permettent à personne de protéger nos familles, nos enfants, d'avoir des soins de santé à la hauteur de ce qu'on mérite, je pense, comme population. De dire, ça passera pas par une réduction d'impôts. Ça passera pas non plus par une réduction d'une taxe de vente. Ça va passer par des emplois de qualité. On va s'assurer qu'il y ait le plus de gens qui aient des jobs de qualité, donc qui vont payer davantage d'impôts, où on va être capable d'avoir une économie qui va être plus florissante. On va être capable également de ne pas laisser personne derrière, mais en étant franc, en disant c'est pas vrai que le gouvernement peut répondre à toutes les demandes. Il y a des endroits où le gouvernement actuellement joue un rôle qui on peut se questionner. Mais les syndicats, vous en jouez un méga de rôle. Puis ce qu'on a vu au cours des dernières années, c'est des syndicats qui disent hey, nous, il faut payer notre monde plus cher. Là. Bien, si on revient à ce qui se passe, on va parler d'ailleurs de ça. On vient de sortir d'un front commun où on a négocié pour 420 000 travailleurs, travailleuses. Mm-hmm. Puis, ça a été difficile, là? Ben, extrêmement difficile. Ouais. Puis là, on nous dit, ben oui, mais vous avez tellement été chercher un gros contrat de travail que vous êtes responsable du 11 milliards de déficit au Québec. C'est pas tout le monde, Magali, qui est syndiqué. Il y a juste 40 des Québécois. Même plus 40 des Québécois. Puis ça aussi, 38. C'est une problématique. Ben oui. Ça aussi, c'est une problématique. Il y a 60 du monde qui paye pour 38 du monde. Puis, oui, mais en même temps, comme on fait là, on paye pas suffisamment, on traite pas assez bien nos travailleurs de l'État. Donc, on a une pénurie. Tout le monde, et les 62 on dit qu'il y en a trop. Ah oui, il y en a trop. Ben moi, en tout cas, quand je vais à l'hôpital puis que j'attends 24 heures pour voir un médecin... Ah oui, travailleurs de l'État, vous voulez dire... Oui, travailleurs de pas l'État. Pas des fonctionnaires, vous voulez dire des... ils en font partie. Ouais. Ils en font partie, puis c'est tellement facile parce que ça aussi, ça a été payant pour tous les gouvernements dans le passé de dire on coupe dans la fonction publique. Hein? Ça passe, les gens dans la population. Les travailleurs municipaux, provinciaux, fédéraux, il y en a trop, il faut couper, c'est là qu'il y a du gras. Ça fait longtemps que c'est plus la réalité, là. Qu'est-ce que vous faites ce soir? D'où vous regardez la campagne présidentielle? Êtes-vous avec votre gang, la FTQ? On est en gang ce soir, puis on a même des gens on s'est fait un petit réseau où on va par Teams, là, on va suivre ça. On n'aura pas les résultats ce soir, à moins que Kamala Harris devienne aujourd'hui là, populaire, puis que les Américains décident de lui donner une bonne avance. On s'entend, là, on s'attend pas à ça, mais c'est clair qu'on va suivre ça en gang, puis on est très excités.
comme je le disais, au côté économique, mais également pour la cause des femmes, pour nos gens des groupes d'équité. Ce serait un beau message qu'on pourrait aller chercher cette semaine. Et on va regarder, on décide de rien, nous. On peut juste regarder et gérer la suite. Merci beaucoup, Magali Picard. Merci Magali Picard, présidente de la FTQ. Merci à tous. Hey, bonne soirée électorale. Il y a une émission spéciale, j'en profite pour vous dire, à TVA-LCN. Alors, soyez là. Et puis nous, on se retrouve demain. Ça se peut qu'on s'en parle encore.